Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les deux pays ennemis? Un tir de missile iranien vient d'atteindre cet hôpital au sud d'Israël. Capitulation sans condition. La nation iranienne ne se rendra à personne. Les dommages que l'Amérique subira si elle intervient militairement dans ce domaine seront irréparables. Cela signifie que j'en ai assez, j'abandonne. Depuis 40 ans, ils disent mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et nous avons été menacés par l'Iran pendant de nombreuses années. Sur les réseaux sociaux iraniens, les médias d'État diffusent une même image en boucle d'ogive nucléaire avec ce commentaire. Peut-être. Et le tour monte encore d'un cran. Et Israël menace ce jeudi le guide suprême iranien alors qu'un de ses hôpitaux a été touché par un missile de la République islamique. Au 7e jour du conflit, Donald Trump n'exclut pas encore une entrée en guerre des États-Unis. Alors parlons vrai, est-ce que c'est à Israël, voire aux États-Unis, de faire tomber le régime des mollahs? C'est la question qu'on vous pose ce soir plutôt sur le Twitter de Sud Radio. Et vous répondez non à 52% d'entre vous. C'est extrêmement serré, la tendance a varié plus d'une fois. Et Stéphane Goldin est avec nous, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, ex-commandant d'une unité d'élite et analyste sécurité et défense pour I24 News. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, colonel. Et puis Philippe Bilger. Je me demande, l'interrogation de Sud Radio est évidemment pertinente dans son principe, mais je me demande si elle n'est pas aujourd'hui de pure forme. Je veux dire par là que il est évident qu'on a déjà dépassé l'opération, me semble-t-il, qui était initialement prévue, de s'en prendre uniquement aux militaires et au nucléaire en Iran. Et donc, est-ce que le conflit ne s'est pas tellement engagé vers d'autres finalités qu'en réalité, en attendant peut-être enfin une décision claire de Donald Trump, bien sûr, on peut répondre que c'est aux États-Unis et à Israël de faire tomber le régime iranien, bien sûr, pour le fragiliser, afin qu'à un certain moment, le peuple iranien ait le courage de se soulever. Il y a forcément, à un moment donné, l'obligation d'un cumul de ces deux forces. Sinon, on ne peut pas considérer que ça va s'arrêter comme ça d'un coup. Et Israël, aussi remarquable qu'a été son opération, ne pourrait pas considérer qu'elle a atteint ses buts. Pierre-Yves Martin. Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'accord. Tu es content comme ça? On peut y aller? Oui, c'est une contradiction. Non, je suis pas content parce que je trouve que déjà Israël n'a pas à intervenir. Ça n'a jamais été bon, vu la sensibilité, la tension de la région. Je pense que c'est suicidaire de générer comme ça des attaques suivant les objectifs qu'on se fixe. Je pense aussi que les États-Unis ont un passé, un historique qui est pas du tout favorable dans le cadre d'une intervention. Je pense notamment à l'Afghanistan, où ils sont intervenus il y a une vingtaine d'années, voire plus, l'Irak. Et à chaque fois, ça n'a fait que raviver, augmenter les risques sur cette région. Et je pense aussi que le fait même de se poser cette question, est-ce aux États-Unis et à Israël de faire tomber le régime, c'est une insulte au droit international, c'est une insulte à l'ONU, c'est une insulte à toute la gouvernance internationale qui semble être dans l'incapacité de réagir et de pousser des sujets. Après, qu'il y ait des opportunités pour faire tomber tel ou tel régime, bien sûr, allons-y, mais franchement, le point de départ, c'est Israël qui a quand même attaqué l'Iran par rapport à ce programme nucléaire. Donc c'est juste ça, c'est pas autre chose. En même temps, on sait que l'Iran n'aime pas Israël, on le sait, puisqu'ils soutiennent le Hezbollah et le Hamas. Donc effectivement, Israël reste sur la défensive. Mais je pense que Israël seul sait très bien que ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on l'a vu, même avec les protections qu'ils ont antimissiles et autres, ça fait pas tout. Et je pense que si Israël se permet ça, c'est parce qu'ils savent que derrière il y a les Américains qui sont à fond derrière eux. Le problème, c'est que les Américains
ils ont peut-être oublié ou pas ce qui s'est passé en Irak. Ils ont laissé 4000 GIs, des dizaines de milliers de morts. En Afghanistan, la même chose. Pour les Russes, ça a été d'ailleurs la même chose. Ces grandes nations dotées de matériel militaire ultra sophistiqué ont perdu les guerres, en fait, quelque part. Donc, je pense que Trump marche sur des œufs et laisse un petit peu les Israéliens faire le sale boulot. Mais le sale boulot qui risque de nous répercuter, nous, en matière de terrorisme international, je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire nous rapporter toute la merde à nous, occidentaux, dans nos pays, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Stéphane Goldin est avec nous, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, ex-commandant de cette unité d'élite, et analyse cette sécurité et défense de I24 News. Déjà, j'ai envie de vous demander, colonel, puisque l'info vient de tomber, qui dit que 24 personnes ont été arrêtées pour espionnage au profit d'Israël. Est-ce que vous avez des informations ? Écoutez, là actuellement je me trouve à l'hôpital Soroka, pour dire clairement les choses, où il y a eu un missile qui est tombé au petit matin. Je sais que la seule chose que je sais à l'heure où je vous parle, c'est que le gouvernement iranien, en tout cas le régime des mollahs, essaye de tout faire pour arrêter et pour montrer sa force sur l'ensemble du territoire iranien, et pour aussi terroriser sa population, pour que justement elle ne puisse pas se lever et aller dans les bras, je dirais, de leur libérateurs qui pourraient être les États-Unis ou Israël, même si je reste persuadé que ceux qui vont libérer l'Iran de ce régime, ce seront les Iraniens par eux-mêmes. Donc il y a aujourd'hui énormément de désinformation qui vient d'Iran, il y a énormément d'arrestations arbitraires ou pas arbitraires sur des pseudo-agents israéliens. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Toujours est-il qu'actuellement, le régime des mollahs fait tout pour mettre une pression très forte et pour faire peur à sa propre population. Il faut comprendre que la population iranienne actuellement est complètement vent debout contre le régime des mollahs, contre leurs dirigeants. Ce n'est pas nouveau. Depuis maintenant quelques années, il y a des manifestations quotidiennes dans l'ensemble des rues d'Iran, pas que de Téhéran, avec une répression très dure. Il y a une crise économique aussi. Et dans le fond, je reste persuadé aujourd'hui que la grande majorité de la population iranienne n'a pas envie que l'Iran devienne ou le Liban ou Gaza, pour dire clairement les choses. Donc on a vu très bien, d'ailleurs, dès le vendredi, dès la première frappe israélienne, on a vu la population iranienne se lever, sortir dans la rue, applaudir d'ailleurs les frappes israéliennes. D'ailleurs, maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense que ça pourrait être un déclencheur, un changement de régime. Et on voit très bien qu'actuellement, Khamenei, qui se cache dans son bunker, je pense qu'actuellement, il pense plutôt aux derniers jours de Nasrallah et comment les choses se sont passées quand ce Nasrallah était aussi dans son bunker. Et vous parlez du leader du Hezbollah qui a été exécuté par Israël. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de réveiller le sentiment national très fort des Iraniens en continuant les bombardements malgré tout, et donc remettre la population derrière son régime par la force des choses? Je ne crois pas. Je pense que le régime a été un régime jusqu'au boutiste. Elle emploie la force contre sa propre population. Elle se sert de sa population. C'est une population qui a envie de sortir de son carcan, qui a envie de se libérer. N'oublions pas une chose. Vous savez, c'est le peuple perse. C'est un peuple qui est très très éclairé, très intelligent, qui s'est longtemps tourné aussi vers l'Occident et qui n'arrive pas à comprendre comment elle a pu en arriver là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est parce qu'il y a eu une dictature très féroce en Iran, parce qu'encore à l'heure où l'on parle, l'Internet est pratiquement coupé, l'information est complètement cadenassée, elle n'a pas pu respirer. Et elle a aujourd'hui, en tout cas la jeunesse iranienne a envie de sortir de ce carcan, a envie de respirer et a envie de reprendre ses lettres de noblesse qu'elle avait connues, je dirais, avant l'arrivée des mollahs, en tout cas sur le territoire iranien, même s'il faut mettre les choses quand même en parallèle. Rappelons-nous quand même que les choses n'ont pas été aussi belles à la fin du régime de la famille du Shah. Colonel, moi, pardon pour cette question qui peut apparaître comme une digression, mais quelles que soient les pensées sur l'intervention militaire d'Israël, il y a une sorte de consensus en France pour admirer l'extraordinaire efficacité de vos services secrets. Puis-je vous demander, certes, Israël est menacé et donc naturellement a créé des services qui sont très vigilants. Mais d'où vient cette extraordinaire efficacité que vous avez démontrée depuis plusieurs mois dans des circonstances fabuleuses qui suscitent, je peux le dire, une admiration générale, au moins sur le plan technique? Écoutez,
Écoutez, c'est pas nouveau. Je pense qu'Israël est un petit pays qui est entouré d'ennemis. C'est un pays qui fait pratiquement, qui est grand comme 3 départements français. Quand vous avez un mastodonte comme l'Iran qui est grand comme 3 fois et demi la France. On n'a que à peine 9 millions ou 10 millions d'habitants. En Iran, vous en avez pratiquement 90 millions. Donc c'est vrai que de tout temps, depuis la création de l'État d'Israël, dans le fond, la question du renseignement a été quelque chose de crucial pour avoir, je dirais, ce coup d'avance. Ce coup d'avance par rapport à l'ennemi qui est toujours prêt à nous attaquer et qui veut toujours nous attaquer et qui, dans le fond, ce renseignement, qu'il soit technologique ou humain d'ailleurs, a permis et nous permet encore à l'heure aujourd'hui de continuer à vivre et de continuer à exister. Ouais. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé ces derniers mois et ces derniers temps, et depuis les révélations que l'on a depuis vendredi, depuis l'attaque israélienne sur l'Iran, c'est vrai qu'il y a quelque chose de relativement historique, mais rappelons-nous quand même qu'au mois de juillet dernier, il y avait déjà eu une frappe au milieu de Téhéran qui avait éliminé le responsable du Hamas, Ismaël Haniyeh, donc c'était déjà quelque chose de relativement important. Il y avait eu l'affaire du Beeper aussi, qui avait été aussi un coup de maître, et là, c'est vrai qu'il y a eu une préparation de longs mois avec d'infiltration, avec des renseignements qui ont été accumulés au fil du temps, et à un moment donné, les étoiles se sont alignées. Il a fallu appuyer sur le bouton quand toutes les étoiles étaient alignées, et c'est ce qui s'est passé. Ce qui a permis aussi, en menant ces opérations-là, d'avoir aussi une certaine sécurité pour les avions israéliens qui ont survolé le territoire iranien, puisque du coup la défense aérienne iranienne était complètement anéantie. Donc il faut comprendre aussi que quand on entend les messages de Khamenei, il y a beaucoup de désinformation, parce qu'on sait très bien que son potentiel militaire est très touché. Et je vais vous dire franchement le fond de ma pensée. Je reste persuadé que dans les jours qui viennent, je pense qu'il va commencer à avoir des défections au niveau de l'armée iranienne, non pas au niveau des gardiens de la révolution, que les choses soient claires. Il y a deux vecteurs. Il y a les gardiens de la révolution qui sont très proches du régime des Mollahs, et il y a l'armée iranienne. Et je reste persuadé qu'il va y avoir des défections au sein de l'armée iranienne, et c'est très probablement avec l'armée iranienne que le peuple se retournera contre le régime des Mollahs. Stéphane Goldwyn, quand on entend Israël dire, de faire évacuer deux villages, il parle d'une surprise entre jeudi soir et vendredi. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Écoutez, personne n'en sait rien, parce que si on le savait, ça ne serait plus une surprise ni un secret. Ok ? Donc il risque d'avoir peut-être quelque chose. La seule chose que moi j'ai pu décrypter à titre personnel en lisant comme vous la presse, et ce qui est très intéressant, d'ailleurs très peu de gens l'ont repris. Il y a 2-3 jours de cela, il y a eu une réunion de Donald Trump avec son électorat le plus proche. Or, on sait que son électorat le plus proche, sont des communautés évangélistes très proches d'Israël. Et dans le fond, quand on regarde le changement du discours du président américain, il arrive à ce moment-là où il y a eu cette rencontre avec son électorat, et plus particulièrement avec la communauté évangéliste. Alors, est-ce que cela va donner, je dirais, des ailes à Donald Trump pour se coordonner avec l'armée israélienne et terminer ce travail. Pour s'engager, vous voulez dire sur le terrain ? Sur le territoire iranien, parce que le travail n'est pas complètement terminé. La preuve, c'est qu'il y a toujours des missiles qui sont tirés sur le territoire israélien, des missiles balistiques à fragmentation aussi, et la question du nucléaire n'est pas complètement aussi terminée. Il reste encore des réserves d'eau lourde du côté de la base de Harak, et la question de Fordo, qui est une question en tant que telle. Le programme nucléaire, en tout cas, n'est pas encore démantelé, ça c'est très clair. Franchement, et donc là, il va falloir un système spécifique pour la détruire. Et donc, je pense, on verra ce qui va se passer cette nuit, ou en tout cas dans les jours Seuls les Américains, en tout cas, en ont les moyens techniques, a priori, en tout cas, possèdent les bombes qu'il faut. Pierre-Yves Martin ? Oui, moi j'avais une question sur une question purement intérieure à Israël. Est-ce que les autres forces politiques en Israël soutiennent cette démarche, et si elles ne le soutiennent pas, est-ce qu'elles ont une autre approche à proposer, à mettre en avant, n'étant pas complètement convaincues et emballées par le Premier ministre actuel ? Écoutez, c'est vrai qu'il y avait énormément de dissensions politiques sur la scène politique israélienne, même depuis, je dirais, la guerre qui avait commencé le 7 octobre à Gaza. Mais là, je peux vous dire qu'il y a une unité nationale derrière le Premier ministre,
que cela soit dans l'opposition ou dans la majorité, tout le monde est derrière et le Premier ministre et l'armée israélienne et l'ensemble des forces de défense israéliennes. Et je ne vois pas du tout actuellement de papier à cigarette ou de film à cigarette, je ne sais pas comment on dit exactement, entre les propos de la gauche et de la droite. Il y a franchement une velléité, une volonté d'unité nationale. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, l'a rappelé, et un autre chef de l'opposition qui s'appelle Benny Gantz l'a aussi rappelé, et je pense qu'il y a un consensus national qui n'est pas simplement au niveau politique aussi, il est aussi au niveau de la population. Et il faut comprendre que la grande majorité de la population souhaite voir ce travail se terminer. Il faut comprendre que depuis le 7 octobre, la menace sur le territoire israélien était pratiquement quotidienne. Alors elle se faisait pas via directement l'Iran, mais elle se faisait aussi via ce qu'on appelait les proxys iraniens, que ce soit les Houthis, le Hezbollah ou le Hamas. Mais la question aujourd'hui que l'on doit se poser et que je dirais l'Occident doit se poser, c'est parce qu'aujourd'hui c'est Israël, mais demain on sait très bien que la politique iranienne était aussi de vouloir menacer l'Occident, ce qu'on appelle le monde libre. Et ça, c'est une question qui va falloir à un moment donné que l'Occident prenne en considération. Bruno Pomar. Alors, je ne remets pas en doute évidemment le travail du Mossad, des services de renseignement sur toutes ces affaires. Si on remonte très loin, même en 72 à Munich pour les Jeux Olympiques avec Septembre Noir, le travail qui a été fait après par les services de renseignement pour neutraliser les terroristes. Mais moi, je m'interroge toujours quand même comment vous avez pu passer à côté du 7 octobre. Parce que c'est tellement énorme que ça me paraît... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est une question que chaque Israélien se pose encore à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Et je vais vous dire franchement, il n'y aura qu'une commission d'enquête nationale qui permettra d'éclairer les erreurs qui ont été faites par l'ensemble des différentes strates, qu'elles soient politiques... Jusqu'au Premier ministre concernant le 7 octobre, parce qu'il y a eu des erreurs. Jusqu'au Premier ministre, Stéphane Goldin. Le lendemain où on commémorait les 50 ans de la guerre de Kippour, où là aussi il y avait eu des erreurs. Et jusqu'au Premier ministre, donc, Stéphane Goldin. Allô ? Les responsabilités seront explorées et examinées jusqu'à celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, vous pensez ? Je vous entends très mal, excusez-moi, ça s'est coupé. On a un problème de liaison manifestement. Ouais. Ça peut arriver. Merci à vous Stéphane Goldin d'être intervenu en direct de cet hôpital de Beersheva qui a été bombardé par un missile iranien au petit matin avec plusieurs dizaines de blessés. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Sandra, vous vouliez réagir peut-être ? Que vous êtes avec... Juste un mot parce que c'est difficile de parler après autant de choses. J'étais assez d'accord avec Monsieur Bilger au tout début quand il disait que c'était peut-être juste de les accompagner en tout cas dans leur libération, parce qu'en fait on voit bien que s'ils devaient se libérer, ils se seraient déjà libérés. C'est pas une ingérence, on n'est pas en train de parler d'un gouvernement démocratique. Non. Ah bah ça c'est sûr que non. C'est le moins qu'on puisse le dire. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sandra, vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, ça va nous détendre un petit peu. Merci en tout cas à notre invité, on fait une petite pause, on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.